Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. Merci de nous avoir choisis. Bienvenue, chers auditeurs, à ce journal du 3 février 2025, dont voici les titres. Les propos récemment prononcés par le numéro 1 accusant le Rwanda d'être impliqué dans les combats qui se déroulent en République démocratique du Congo sont réfutés catégoriquement par le gouvernement rwandais, et le parti MSD souligne que le tort revient au président Ndayishimiye qui dénie la réalité. Certains médecins prestant sur différents hôpitaux du pays seront en train d'être arrêtés suite à leurs interventions dans le groupe WhatsApp de leur syndicat. Dans ce journal, nous vous parlerons aussi d'une journaliste burundaise qui a sorti un livre incitant les gens à faire toujours le bien malgré le passé douloureux. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir, débutons ce journal par la page diplomatie. Si la communauté internationale ne se lève pas pour empêcher le Rwanda de mettre en application ses plans d'annexer les territoires des autres pays, le Burundi est prêt à l'affronter et va sans doute le vaincre. Cela fait partie des propos récemment déclarés par le président Evariste Ndayishimiye, tenu lors des échanges des vœux du Nouvel An 2025 avec les diplomates accrédités au Burundi. Le numéro 1 burundais a également dit que ce que le Rwanda déclare qu'il est parti en République démocratique du Congo pour traquer les FDLR est un argument infondé, car pour lui, cela ne peut être une question importante qui peut causer le versement du sang des Congolais. Suivez le président Evariste Ndayishimiye. Ici, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Si on veut réellement déraciner les modes à l'origine du sous-développement de l'Afrique, nous devons encore penser d'où ça vient. Pourquoi les pays africains, qui pourtant ont le potentiel économique important, sont emplois pour des guerres et du terrorisme avec complicité de certains pays occidentaux? Vous voyez ce qui se passe ici, tout près de chez nous. Pourquoi ce silence? Est-ce que la communauté internationale ne voit pas les conséquences? Je vous dis que si ça continue comme ça, la guerre risque d'être généralisée dans la région. Parce que le peuple ne peut pas se laisser faire. Si le Rwanda continue à faire des conquêtes dans le territoire et dans notre pays, je sais qu'il va arriver même au Burundi. Parce qu'il est en train d'entretenir des jeunes réfugiés. Il les arme. Maintenant, il est en train de les aguerrir dans la guerre du Congo. Un jour, il veut venir au Burundi. Nous n'allons pas accepter la guerre généralisée. Nous savons son plan. C'est qu'il est en train de préparer quelque chose contre le Burundi. Et heureusement, les Burundais sont avertis. Si la communauté internationale le laisse faire, en tout cas, ici au Burundi, on ne va pas se laisser faire. J'appelle encore une fois la communauté internationale à prendre cela au sérieux. Nous avons une menace dans la région. Ce n'est pas le Burundi seulement. La Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya, c'est à toute la région, c'est une menace. Si l'Est du Congo n'a pas la paix, la région n'a pas de paix. Ne pensez pas que c'est le Burundi seulement qui éprouve une menace. Les Sud-Africains sont en train de souffrir à l'Est du Congo. Est-ce que vraiment, vous voyez où se trouve l'Afrique du Sud? Mais l'insécurité à l'Est du Congo a des conséquences sur l'Afrique du Sud. N'est-ce pas, monsieur l'ambassadeur? Donc, au point de vue sécuritaire, seulement nous avons cette menace à l'Est du Congo. Si vous laissez les choses se détériorer comme ils sont, sachez très bien que les conséquences seront néfastes. Et chaque pays va se débrouiller lui-même. J'ai un plan que j'avais proposé à la région. Je sais que si ce plan était respecté, on serait en paix. Parce que vous savez, si le Rwanda justifie sa présence par la présence des FDLR, est-ce que ce n'est pas une question qui peut être résolue pacifiquement? Sacrifier le peuple congolais, tuer des millions de gens, sous prétexte qu'il y a une menace. Est-ce que cela ne peut pas être réglé sans verser le sang des innocents? Je sais que les RDC et le Rwanda peuvent s'entendre très bien sur la gestion de ce mouvement.
Et à ce propos, du côté rwandais, il réfute catégoriquement les accusations du Burundi. Dans une interview accordée à nos confrères du journal Igihe, Olivier Nduhungirehe, ministre rwandais des Affaires étrangères, se dit étonné des propos du numéro 1 burundais prônant la paix alors qu'il sait très bien qu'il attise le feu en s'alliant avec des groupes génocidaires. Ce que le ministre Nduhungirehe qualifie d'hypocrisie, surtout que certains militaires burundais envoyés en République démocratique du Congo ont refusé de porter secours aux Tutsis congolais qui se faisaient massacrer. Suivez-le. Président Ndayishimiye yavuze ko bohereje ingabo zabo muri Kongo kugira ngo barwanye imitwe yitwaje intwaro. Le président Ndayishimiye dit avoir envoyé ses militaires pour combattre les groupes armés qui pullulent en RDC. Mais c'est archi faux. Et là je m'explique. Le FDLR n'est pas un groupe armé. Pourquoi alors l'armée burundaise, au lieu de combattre ces rebelles, essaie alliée à eux? Autre chose. L'idéologie génocidaire est profondément ancrée dans les militaires burundais. Je vous donne un exemple. Le 23 octobre 2023, les miliciens Nyatura, Wazalendo, épaulés par les FARDC, ont incendié 300 maisons appartenant aux Tutsis congolais. Cela s'est passé dans le territoire de Masisi, plus précisément dans le village d'Onturo. Le monde en est témoin car ça a fait le tour de la toile. Les Burundais étaient positionnés sur une colline surplombant le village, mais ils n'ont rien fait pour secourir ces Tutsis. Ces Congolais pensaient avoir trouvé protection auprès de ces militaires burundais, mais ces derniers ont refusé de les accueillir. Donc, cela prouve que quand ces militaires burundais sont venus, ils avaient la mission de décimer les Tutsis congolais. Bref, je ne comprends pas pourquoi le président Ndayishimiye fait fi de tout ça et clame haut et fort que le nœud du problème est le Rwanda et son président Kagame. Quant aux accusations faisant état d'un plan du gouvernement rwandais visant à attaquer le Burundi, le ministre rwandais des Affaires étrangères dément cela et parle plutôt d'une diversion qui n'a d'autre but que celui de détourner l'attention sur l'implication du Burundi dans un plan plus vaste visant à déstabiliser le Rwanda. Encore une fois, le ministre Olivier Nduhungirehe. Le Burundi a envoyé ses troupes en RDC pour deux raisons. La première est de combattre le M23 et la seconde est d'attaquer le Rwanda en renversant le gouvernement de Kigali. Vous vous souvenez bien que le président Tshisekedi s'en est toujours vanté durant ces 2 dernières années. D'abord en 2022 dans les enceintes de la Maison de la Jeunesse. Ce jour-là, Tshisekedi a évoqué son soutien à la jeunesse rwandaise pour renverser ce qu'il a appelé le régime diabolique de Kigali. Il a continué ce genre de discours au cours de sa campagne électorale. Dans une interview accordée au mois de décembre 2023 à la radio Top Congo, le président Tshisekedi a fait savoir qu'à la moindre escarmouche, il allait réunir les 2 chambres du Parlement afin qu'elles l'autorisent à attaquer le Rwanda. Il a même souligné qu'il n'avait pas besoin d'envoyer ses militaires au Rwanda pour anéantir Kigali. Tout ça constitue une rhétorique guerrière qui ne date pas d'aujourd'hui. Je me souviens qu'on a tiré une sonnette d'alarme, mais la communauté internationale a rétorqué que c'était juste des paroles en l'air et ont des visées propagandistes. Mais ce n'était pas le cas car Kinshasa a constitué une coalition militaire qui comprend les Burundais, les FDLR qui ont intoxiqué les autres avec leur idéologie génocidaire. Cette coalition comprenait également les mercenaires blancs que vous avez récemment vus, des Wazalendo ainsi que des troupes régionales soi-disant envoyées pour maintenir la paix alors qu'en réalité elles ne sont là qu'en tant que belligérants. De plus, lors des récents affrontements qui ont eu lieu à Goma, des armes lourdes avaient été postées sur la frontière rwandaise et les militaires de cette coalition, appréhendés par l'armée rwandaise, ont tous affirmé que la guerre contre le Rwanda était imminente et que l'objectif n'était pas seulement le M23. Donc, si le Burundi a envoyé ses soldats faire la guerre au Rwanda, je ne comprends pas pourquoi le président Ndayishimiye continue à verser des larmes de crocodile, soit disant qu'on veut l'attaquer et qu'il faut à tout prix mettre le président Kagame hors d'état de nuire, alors qu'il sait très bien que c'est lui qui prépare une offensive contre le Rwanda. Toujours en parlant diplomatie, le président Evariste Ndayishimiye se trouve dans le déni de la réalité en accusant la communauté internationale de ne pas agir
sur la situation qui prévaut en RDC et le Rwanda de préparer une attaque contre le Burundi. Cela ressort du communiqué du parti MSD sorti ce 3 février 2025 après les déclarations du président Ndayishimiye tenues lors des échanges de vœux avec les diplomates accrédités à Bujumbura. Selon ce parti de l'opposition, la mauvaise gouvernance qui caractérise le régime d'Evariste Ndayishimiye est l'un des éléments à l'origine de l'insécurité se trouvant en République démocratique du Congo. Suivez François Nyamoya, il est le secrétaire général du parti MSD. Nous avons effectivement sorti un communiqué réagissant au discours du président Ndayishimiye devant les ambassadeurs à Bujumbura, cette entrée en janvier, commentant la situation sécuritaire en RDC et dans la sous-région en général. Il a dit deux choses essentiellement. D'abord, il a dit que ce qui se passe en RDC, la responsabilité était de la communauté internationale qui n'agit pas. Ça, c'est d'un côté. Et puis de l'autre, il a accusé le Rwanda de préparer une attaque contre le Burundi et il a dit que ce pays serait en train d'entraîner des jeunes réfugiés burundais dans ce sens et qu'il enverrait s'aguerrir au Congo. Alors nous, je crois que chacun a pu observer, s'il a vu les images ou l'entendre dans sa voix, il y a quelque chose qui est assez frappant, c'est le déni de la réalité. Et le président, il veut pas voir la réalité. Il ne veut pas voir la réalité, il fait des digressions et il ignore donc les conséquences de la mauvaise gouvernance du Burundi sur la sécurité de la RDC. Parce que, comme nous l'avons toujours dit, dans cette sous-région, ce qui se passe dans un pays a des incidences directes sur l'autre. Ce pays fonctionne en vase communicant. Et la mauvaise gouvernance du Burundi a des conséquences également sur la RDC et le Burundi. Son régime a une responsabilité dans ce qui se passe. De l'autre côté, lorsqu'il parle des réfugiés, au lieu de se poser la question pourquoi ces réfugiés sont là-bas, près de 500 000 ou plus de 500 000 dans la sous-région. Et pourquoi il y a ces réfugiés? Parce qu'ils ont fui. Ils ont fui la terreur de son régime. Ils ont fui la terreur du CNDD-FDD. Le parti MST ajoute que si réellement le président Evariste Ndayishimiye veut aider dans la résolution du conflit en République démocratique du Congo, il faut qu'il accepte de dialoguer avec son opposition et de rapatrier tous les réfugiés. Suivez encore une fois François Nyamoya, secrétaire général du parti MSD. S'il avait un minimum de bon sens, s'il ne veut pas que ces réfugiés, ces jeunes, comme il le dit, ne soient instrumentalisés, ce qui n'est pas vrai pour le moment, mais si il veut que cela ne soit, il faut qu'il ramène les conditions pour que ces réfugiés rentrent chez eux. Et cette communauté internationale qu'il vilipende n'a cessé de lui dire de dialoguer avec son opposition, de dialoguer avec tout le monde, d'entamer un dialogue pour ramener la paix au Burundi. Parce que s'il y a la paix au Burundi, il y aura la paix en RDC. La paix au Burundi va contribuer grandement, au moins pour 50%, à la paix en RDC. Et cette responsabilité lui revient à son régime. Ce n'est pas la faute de la communauté internationale, ce n'est pas la faute du voisin rwandais. Voilà en substance ce qu'on a voulu dire, ramener le président à l'essentiel et à être cohérent. Le Burundi a une responsabilité dans la sécurité en RDC. Et s'il faut ramener la paix, le Burundi a également une responsabilité, c'est-à-dire ramener la paix chez soi. En page droit de l'homme, les arrestations de certains médecins prestant sur différents hôpitaux du pays seraient liées à leurs interventions via le groupe WhatsApp réunissant les membres du syndicat des médecins généralistes du Burundi, SIMEGEB en sigle. Nos sources au sein de ce syndicat indiquent que ce groupe a été créé dans le but d'échanger des idées afin de solliciter la majoration de leur salaire jugé bas compte tenu du coût actuel de la vie. Reportage signé Emmanuel Nyungeko. Les arrestations de certains médecins dans différentes provinces du pays sont signalées au moment où il y avait des grognes non encore exprimées ouvertement sur les salaires octroyés à ces professionnels de la santé. Notre source parmi ces médecins regroupés au sein du syndicat des médecins généralistes du
du Burundi, Simejeb en sigle, révèle que c'est là où est née l'idée d'entamer des procédures de solliciter la hausse de leur salaire. Comme vous savez que le salaire d'un médecin généraliste burundais est situé entre 450 et 460 000, au sein du syndicat Simejeb est née l'idée de plaider pour l'augmentation des salaires des médecins en tenant compte du coût de la vie. C'est pour que le médecin puisse faire vivre sa famille, payer le loyer, se nourrir et se payer le déplacement. Il s'en est alors suivi la création d'un réseau WhatsApp afin de continuer les échanges. Selon notre source, les 5 médecins déjà interceptés auraient été victimes de leurs interventions sur la majoration des salaires jugés bas compte tenu du coût actuel de la vie. Au mois de décembre 2024, après avoir rassemblé les idées, il a été mis en place un groupe WhatsApp réunissant les membres du syndicat Simejeb pour collecter les idées de tous les médecins. Tous les 5 médecins ont été arrêtés à cause de leurs expressions via le réseau WhatsApp sur le processus de majoration des salaires. Au lieu de s'en prendre à ces médecins, celui-ci qui s'est confié à la RPA trouve que la meilleure solution serait de les motiver afin de freiner le mouvement de départ vers l'étranger. Nous lançons en premier lieu un appel aux organes de l'État et les agents de la documentation qui enlèvent ces médecins de stopper ce phénomène car il n'apportera rien. Par contre, il serait mieux de penser sur comment les régulariser et les maintenir dans nos pays afin de faire vivre leurs familles et servir le peuple tranquillement. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Lidwine Baladahana, pour s'exprimer sur les 5 cas d'arrestation des médecins aux allures d'enlèvement observés surtout à la fin du mois de janvier cette année 2025. Merci Emmanuel Niungeko. Les opérateurs de téléphonie mobile rejettent en bloc les accusations du gouvernement burundais selon lesquelles ils seraient responsables de la perturbation d'Internet au Burundi. Un des techniciens œuvrant dans ces compagnies nous explique ici la vraie raison du mauvais fonctionnement de l'Internet. Toutes les complications concernant la connexion Internet sont basées sur la pénurie de l'électricité à 90%. En distribuant la connexion Internet, tous les fournisseurs d'accès à Internet utilisent les antennes qui fonctionnent grâce au courant électrique qui est également rare. Lorsqu'il y a la carence de l'électricité, la plupart des fois, ces entreprises qui fournissent l'Internet se rabattent sur l'utilisation des groupes électrogènes qui consomment le carburant. Ces moteurs consomment plus de 10 litres par heure. Et vous savez déjà que nous sommes dans une période où le carburant est devenu casse-tête. Cette situation engendre un mauvais fonctionnement des antennes selon la disponibilité du carburant ou de l'électricité. J'ajouterai que plus de 60% des antennes n'ont pas de l'électricité et fonctionnent grâce à la consommation du carburant pendant que le carburant n'est pas disponible. Autre chose, c'est que les appareils de télécommunication qui donnent une bonne Internet, appelés 3G ou 4G, sont encore rares, ce qui explique que lorsqu'on rencontre une panne, ça devient très compliqué. Déjà, nous sommes dans un problème de manque de matériel. Comme je vous ai dit que la plupart d'antennes fonctionnent grâce à la consommation du carburant et à l'intérieur du pays, presque toutes les antennes sont dans cette catégorie, sauf les antennes qui se trouvent dans les chefs-lieux des provinces où il y a l'électricité. Vous comprenez bien que nous sommes loin de trouver la solution, mais l'Internet sera bien disponible lorsque l'électricité sera disponible dans les centres des provinces ou en mairie de Bujumbura, tout en sachant le problème dont nous faisons face. Mais sachez que le chemin est encore long. Je ne sais pas quand est-ce que le problème de manque de l'électricité et du carburant
comment sera réglé pour que les fournisseurs d'accès à Internet fonctionnent convenablement? Ce technicien indique que la situation va beaucoup plus s'aggraver vu que la seule et unique entreprise qui dispatchait la connexion Internet à ces compagnies de téléphonie mobile peine elle aussi à avoir suffisamment de courant électrique alors que même certains équipements leur font défaut. Nous devons savoir qu'une grande partie de connexion Internet disponible au Burundi est fournie par la société BBS, qui est aussi principal fournisseur de services Internet à toutes les compagnies de télécommunications au Burundi. Cette principale société rencontre aussi des problèmes de courant électrique et la plupart des fois, elle se dépanne en utilisant les équipements de ces compagnies de télécommunications qui ont également besoin de fonctionner grâce aux groupes électrogènes qui consomment le carburant. Ça se comprend alors que ces sociétés, à part qu'elles sont touchées par le manque d'électricité, il y a également le manque d'équipement, ce qui veut dire que lorsque les compagnies de télécommunications rencontrent un problème, ça reflète automatiquement sur le principal fournisseur d'accès à Internet. Lorsque ce dernier rencontre un problème, tu ne vas pas avoir la connexion Internet partout, raison pour laquelle il y a des fois où tous les opérateurs ne donnent pas de l'Internet partout dans le pays. En ce moment-là, c'est que la société BBS a manqué soit de l'électricité ou elle a rencontré une autre panne venant de l'étranger, mais la plupart des fois, ces derniers jours, nous assistons au problème de manque d'électricité. S'il arrive que les compagnies de télécommunications reçoivent l'électricité, alors la société BBS en profitera. Mais au contraire, c'est cette dernière qui ne devrait pas manquer de l'électricité ou le carburant. Dernier dossier de ce journal, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit par se lever. C'est le principal message contenu dans le livre La nuit des militants, publié en date du 28 janvier de cette année par la journaliste burundaise Janine Nahikombeye, ancienne directrice de la radio Isanganiro. L'auteur affirme que le livre s'inspire des faits réels de la vie de son héros nommé Big Nick, qui représente selon Janine Nahikombeye tous ceux qui se battent pour leur survie, mais aussi pour l'intérêt général. Suivez. Le titre du livre, c'est La nuit des militants, combats et espoirs. Alors, quand on parle de la nuit, évidemment, tout est noir, tout est sombre, c'est beaucoup de difficultés, mais il faut toujours savoir que quand il y a la nuit, le jour finit toujours par se lever, le soleil finit toujours par se lever. Alors, le premier message dans ce livre, c'est vraiment un message d'espoir. Je veux dire que malgré les obstacles et les menaces, des personnes comme le héros du récit, Big Nick, continuent de lutter pour améliorer leur sort, continuent de lutter pour améliorer les conditions de vie de leur communauté. J'ai d'ailleurs dédié ce livre aux personnes comme lui, qui malgré l'adversité montrent le meilleur d'eux-mêmes. Et aussi, il s'agit d'un témoignage sur l'engagement politique qui, malheureusement, au Burundi, l'engagement politique ou même l'engagement social, le militantisme social ou le militantisme politique est toujours risqué chaque fois que l'on ne parle pas le langage du parti au pouvoir. C'est une situation désastreuse, c'est une situation inacceptable qui devrait changer au Burundi et même dans les pays voisins du Burundi. Le Burundi ne fait pas exception. C'est vraiment une situation très difficile qui fait que, en fait, chaque fois qu'il y a des élections, tous les 5 ans, tous les 10 ans, il faut que les populations s'exilent, il faut qu'il y ait des morts, il faut qu'il y ait des biens détruits. C'est vraiment inacceptable. C'est d'ailleurs cela qui explique la pauvreté du Burundi en partie et qui explique même pourquoi est-ce que Big Nick était un autodidacte. C'est justement parce qu'il n'a pas pu aller à l'école, il n'a pas pu avoir
un diplôme, il n'a pas fini ses études parce que il y avait cette pauvreté, parce que ses parents aussi avaient été des exilés, donc ils étaient pauvres, ils n'avaient pas suffisamment de moyens pour pouvoir le garder à l'école, et même dans la région où il vivait, il y avait une école peut-être à 5 kilomètres de chez lui. Il ne pouvait pas aller à l'école et puis manger à midi, donc c'est vraiment un cercle vicieux qui fait que les communautés, qui fait que au Burundi, les gens restent dans la pauvreté. Alors l'autre message que j'ai voulu transmettre, c'est vraiment le message de résilience. Comme je le disais, comme je l'ai expliqué tantôt, et comme le montre le parcours de Bignik, il a une telle capacité de rebondir malgré tout ce qui lui est arrivé. Il n'a pas abandonné, il a toujours continuer à chercher la façon d'avancer, et ça c'est vraiment extraordinaire. Janine Nahigombeye dit aussi qu'il a voulu passer le message aux futures générations qui apprendront du passé pour surmonter les défis qui auront marqué le passé douloureux de leurs aînés. Encore une fois, Janine Nahigombeye. Malgré la longueur de la nuit, le jour finit toujours par se lever. Donc, il y a des personnes qui sont toujours debout malgré le contexte difficile dans lequel se retrouvent les Burundais et le Burundi. Cela me permet d'ailleurs de penser par exemple à ces personnes à qui le studio Ijambo, j'en parle dans le livre, le studio Ijambo a consacré une série d'émissions radiophoniques aux personnes qu'ils ont appelées des piliers de l'humanité, Inkingi z'ubuntu. Ces personnes issus de toutes les communautés, de toutes les régions, je suis convaincue que jusqu'aujourd'hui, ces personnes restent debout et gardent leur humanité dans ce contexte hostile. L'autre message, c'est de dire aux Burundais de continuer à documenter toutes les situations. Ce récit, ce livre s'appuie sur des faits réels. Je n'invente rien. Donc, il a la valeur du témoignage, et il est important de documenter et de partager ces histoires pour que les générations de demain, les générations futures comprennent et apprennent de nous, apprennent des expériences passées. Demain, le Burundi va changer, j'en suis sûre. Et cela, les générations qui viendront donc après nous devront rester vigilants, parce que il faut vraiment qu'on se le dise, qu'on comprenne que la démocratie et les libertés ne sont jamais définitivement acquises. Cela nécessite toujours une vigilance, une certaine vigilance constante. Ici, vous pouvez penser à ce qui se passe un peu aux États-Unis actuellement. Janine Nahigombeye était au micro de notre confrère Bob Lugurika. Et voilà, chers auditeurs, c'est ici que prend fin le journal de ce lundi 3 février 2025. Merci de nous avoir suivis. Merci également à tous mes collègues pour le travail accompli. Excellente semaine à tous.